Je voudrais d'abord remercier l'AMCAR, l'Association des Marocains des cardiologues du Maroc, de m'avoir convié à ce débat houleux, fabuleux et passionné, surtout avec la présence d'un invité de marque en la personne du professeur Alexandre. Je voudrais pour ma part un tour extrêmement exhaustif tous les tenants et aboutissants de l'intelligence artificielle ont été parfaitement brossés. Je voudrais pour ma part rappeler deux choses. Parler éventuellement de cette révolution médicale en marche entre télémédecine et big data, parce que bon, les big data vont offrir toute la réflexion à l'intelligence artificielle, mais avant, bien évidemment, ben, on doit passer, comme l'a bien dit le professeur Laurent, par, amasser des données et on va voir comment cela se fait-il. Alors, je voudrais d'abord vous rappeler que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêt en présentant cet exposé, et je vous rappellerai que les conflits d'intérêt, c'est en fait de porter un doute sur l'impartialité et l'indépendance de l'orateur, et je voudrais donc vous assurer que je n'en ai absolument aucun, dans la mesure où je ne développe aucune plateforme ni aucun produit e-santé, donc je parle en praticien tout à fait impartial et indépendant. Alors, comme il a été dit, bien évidemment, le monde change. Et quand je vois les prévisions à l'horizon 2030, on se profile à l'horizon, bien évidemment, et beaucoup de nouveautés, beaucoup de projections, mais pour quelle génération? Et je pense que c'est l'élément essentiel de la réflexion. On sait que le monde change, et depuis Internet et l'apparition des smartphones et surtout des géants de l'informatique que l'on a cités, que l'on va peut-être voir tout à l'heure encore, mais je pense qu'il y a également des freins au changement, malheureusement. Ces freins au changement sont de deux ordres. D'abord parce que ceux qui ne veulent pas changer prétextent une économie d'énergie, mais surtout, eh ben, c'est la pression de la force des habitudes chez ces patients qui sont malheureusement, chez ces praticiens qui sont malheureusement dans une zone de confort, et pour qui changer d'algorithme, changer de façon de faire occasionne un virevoltage complet des habitudes, et ce qui pourrait les fatiguer. Alors, rappelez-vous qu'aujourd'hui encore, avec Stanislas Dehaene, vous le connaissez bien, c'est celui qui a été nommé à la présidence du comité consultatif et exécutif de l'éducation nationale par Blanquer pour discuter de la façon d'apprentissage des écoles. Et vous voyez que son ouvrage est fabuleux, je vous le recommande. Et il a dit qu'en fait, l'homme était une machine à apprendre, parce qu'on apprend tout le temps. La preuve, on apprend même devant l'intelligence artificielle à faire apprendre à ces machines, et vous verrez la place de ce qu'on appellera le data scientist. Alors bien sûr, c'est un monde qui va très vite, puisque vous vous souvenez de Coubertin déjà disait à l'époque, la création des Jeux Olympiques, qu'il faut aller plus vite, plus haut, plus fort. Et donc, c'est une société aujourd'hui élitiste à plus d'un titre. Et rappelez-vous ce qu'on disait Patrick Lelay, qui était ancien président de TF1. Il disait qu'en fait, pour pouvoir réagir à une information, quelle qu'il soit, mais il faut tout simplement avoir du temps de cerveau disponible. Et je pense que c'est très important de savoir tout cela, et comprendre qu'on est à un moment donné dépassé par les datas, par le nombre d'informations. Et Laurent Alexandre l'a très bien dit, plus il y a de data, plus le cerveau humain est fatigué. Et moins il y a de data, bien sûr, il sera plus précis, mais il sera bien sûr remplacé peut-être par la machine qui fera des opérations plus vite et avec beaucoup plus de précision. Alors, là encore, c'est aussi quand on voit une projection de 2030, 2050, là aussi, c'est quand même une histoire de génération. Rappelez-vous que l'évolution de ces technologies a été vraiment très timide jusqu'à l'avènement de l'apparition du web et d'Internet, avec les trois générations qui vont prendre la machine en marche. C'est la génération X, ceux qui ont entre 37 et 51 ans, et qu'on appellera la médecine 1.0, je vais expliquer tout à l'heure. Puis en prenant la machine en marche, ils vont passer à la médecine 2.0. La génération Y, quant à elle, que ceux qui ont entre 26 et 36 ans, plus jeunes, donc dans l'exercice, ne vont connaître que la médecine 2.0. Et ils vont emboîter le pas ensuite à une génération plus jeune, c'est de la génération Z, qui sera dans la médecine 3.0. Et enfin, la dernière génération, la génération alpha, qui ont aujourd'hui moins de 7 ans et qui
sûrement va profiter amplement de la médecine connectée, ce qu'on appellera la médecine 4.0. Il est très important de comprendre que tous ces phénomènes de réflexion et d'adaptation sont essentiellement et étroitement liés à la génération dans laquelle le praticien va se trouver. Et là encore, malheureusement, vous le voyez bien, ben on aura encore certains médecins qui vont, de par leur génération, de par leur âge, de par la célérité et la vélocité avec laquelle vont se faire s'opérer les changements, vont avoir du mal à sortir de leur zone de confort et vont attendre que la page se tourne pour eux pour être éjectés du système et du mécanisme. Et là encore, je remercie M. Laurent Alexandre d'avoir dressé ce tableau en disant faites attention, ne laissez pas la place. Il y a une place à occuper, notamment dans l'une des dernières diapositives dont il parle d'aide au diagnostic et non pas de remplacer le praticien ou le chirurgien. Alors, bien sûr, vous allez avoir par exemple la génération Z qui, elle, a connu. Alors on parle de transition numérique, c'est important. Vous voyez le terme de transition numérique, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez des personnes d'une génération et qui vont devoir s'adapter et passer à une autre génération. Et c'est pour cela qu'on parle de transition. La génération Z ne connaîtra pas cette transition, puisqu'elle est tombée dedans quand elle était petite, et surtout, donc, c'est une digital native. Alors, quant aux générations qui sont toutes nouvelles, les alphas, elles ne vont pas être nées avec le numérique, elles vont être nées dans le numérique, c'est-à-dire que c'est une génération qui n'a absolument pas connu la vie déconnectée. Et ils vont être en plein dans le Web 4.0. Donc ça, cette introduction et cette mise en bouche est fondamentale parce qu'en fait, c'est là où ça va être difficile, non seulement de parler en harmonie avec la totalité de la communauté médicale, c'est malheureusement qu'il y a une grande disparité de génération au sein de la communauté et le suivisme au sein de cette communauté, les leaders de la réflexion sur la transition numérique doivent être nombreux pour porter la locomotive. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, 3 volets dans l'exposé d'aujourd'hui. Comment passer de la télémédecine à la télémédecine? Enfin, qu'est-ce qu'apportent les big data? Et enfin, peut-être une ouverture sur la médecine de demain, l'horizon peut-être 2030-2040. Nous ne sommes pas des devins, mais ça va ouvrir la discussion avec le docteur Taheri qui va nous parler de son expérience sur l'intelligence artificielle en pratique. Alors, de la médecine à la télémédecine, vous le savez bien qu'aujourd'hui, c'est forcément une autre médecine, puisque nous avons appris sur les bancs de faculté et en tant qu'enseignants, nous l'avons enseigné aussi, l'intérêt de l'examen clinique. Et vous vous rendez bien compte que ce tableau-là, malheureusement, va être de plus en plus rare, non seulement parce que c'est un tableau d'époque, rappelez-vous, c'est la leçon d'anatomie de Rembrandt, mais là aussi, c'est un tableau qui va être de plus en plus rare parce que l'image qu'il véhicule, ce compagnonnage chirurgical, cette anatomie en présentiel, comme vous la voyez, malheureusement, va être de plus en plus rare sur les bancs de faculté, eu égard à toutes les tables que vous avez qui sont des tables de simulation. Alors, cette transition numérique est un bouleversement de taille et je pense que la communauté médicale, comme il a été si bien dit, doit en être parfaitement consciente. Et on se pose la question, et d'ailleurs, la Haute Autorité de Santé, en 2007 déjà, s'est intéressée à ce que cette médecine qu'on appelait paternaliste avant les années 2000 avec l'avènement d'Internet a posé quelques réflexions et la Haute Autorité de Santé s'est intéressée et a sorti un bon dossier que je vous propose de lire d'ailleurs, qui est intéressant, sur ce que va pousser les facteurs qui vont pousser le patient à aller sur Internet. Et ça, c'est fondamental. Vous allez énormément apprendre, c'est édifiant. On y voit le point de vue du médecin aussi, qui souvent se voit concurrencé par les informations que va apporter son patient, mais aussi le point de vue du patient qui va justement peut-être se frotter d'égal à égal. C'est très difficile à assumer, mais c'est vrai. Aujourd'hui, nous sommes dans la médecine 2.0, vous le voyez bien. C'est une mise en garde du personnel médical. Vous voyez que le patient arrive avec son Internet download ici et qu'il va aller affronter, et non pas le médecin comme dans les années avant les années 80-90, où le médecin était encore le sage avec le détenant du savoir. Aujourd'hui, au contraire, c'est le patient 2.0 et un patient averti, vous voyez, comme on dit un homme averti, en vaut deux
on se pose des questions s'il en vaut vraiment 2, mais là, il en vaut vraiment plus parce que le patient 2.0, c'est aussi le patient communautaire qui est en réseau, qui va échanger des informations. Donc, vous n'avez pas affaire à qu'un seul patient, vous avez affaire à une cohorte de patients. Et c'est bien pour cela que ce mot de patient averti en vaut 2 prend toute sa place. Et important de signaler aussi que toutes les personnes qui ont connu cette chaleureuse, et on disait aussi que l'intelligence artificielle ne peut pas développer d'émotions. On va en parler tout à l'heure avec M. Alexandre, qui est l'expert, et on verra qu'aujourd'hui, on s'intéresse énormément dans les data science, dans les neurosciences également, à ce que la robotique puisse essayer de comprendre un peu, à observer les émotions. Et je pense que c'est une grosse ouverture dans la réflexion et la recherche aujourd'hui en robotique. Alors, vous voyez cette main tendue et cette main serrée, malheureusement, elle va rapidement tourner court parce que la relation médecin-malade, c'est vraiment un autre regard. Et vous voyez votre médecin ou votre praticien dans la médecine 3.0, dans la télémédecine, derrière un écran. Et vous vous demandez jusqu'à quand l'éloigner, jusqu'à peut-être le faire remplacer par peut-être un chatbot ou un médecin à distance qui va, selon des algorithmes, répondre tout simplement et vous donner un score pour pouvoir approcher un diagnostic et vous proposer même une attitude thérapeutique. Alors, Jean-Paul Hamon est bien connu, c'est le président de la Fédération des médecins de France, vous voyez, qui disait de la télémédecine, c'est tout simplement une remise en cause de l'examen clinique et du face-à-face, parce que je pense que nous, cliniciens, nous voyons mal comment la médecine peut avoir une autre figure que celui de l'examen clinique, parce que je vous rappelle que clinique veut dire alité, et donc clinique vient du latin qui veut dire alité, exercer près du patient, et donc à distance. C'est un peu toute la remise en question. Alors, un petit tour d'horizon au préalable, et là, un petit point d'angle et 1 et 2 et 3, 0. Vous voyez de quoi il peut s'agir. Ben, tout simplement, la médecine 1.0, c'était le savoir médical qui était détenu par le patient, par le médecin, pardon. Il y avait donc une relation paternaliste. Avec l'apparition des plateformes, et là, un clin d'œil à Doctissimo, qui a été fondé par le professeur Laurent Alexandre. La médecine 2.0 est arrivée avec le savoir médical qui peut être dispensé par ces plateformes-là. Et donc, le savoir était partagé entre médecins et non-médecins, ce qui a donné la naissance de cette notion de patient 2.0. Et puis maintenant, bien sûr, cette médecine qui est la médecine à distance et qui, bien sûr, surfe sur toute cette médecine connectée à distance vers la médecine 3.0. Et on apprendra plus tard que maintenant, nous sommes vraiment à la porte de la médecine 4.0, celle des objets connectés et de l'intelligence artificielle. Alors, une transition tout en douceur, bien sûr, parce que vous l'avez bien vu, la télémédecine va vous permettre, et vous le savez bien, le cahier des charges est implicite là-dessus. Dans cette télémédecine, ben le médecin est dans l'obligation de rédiger un dossier médical numérique, et ce dossier médical numérique va porter énormément de data, énormément d'informations, et vous voyez que ce dossier va être un point de chute des comptes rendus d'imagerie, des modos de liaison, des résultats d'analyse biologique, des comptes rendus d'hospitalisation des centres hospitaliers. Bref, tout va converger vers ce dossier numérique et ça va bien évidemment faire des datas et encore des datas dont après, bien sûr, toutes les machines apprenantes vont se régaler pour aller, bien évidemment, alimenter l'intelligence artificielle. Alors, la médecine 3.0, attention à l'ubérisation, ça c'est encore un travers de cette médecine-là, puisque les plateformes numériques vont, comme des startups, pousser, comme des champignons, et il y a bien évidemment un levier de gain de productivité, et là, il faut vraiment que les médecins fassent extrêmement attention. Désenclavement, oui, on est bien d'accord que cette télémédecine permette une offre de soins égalitaire, rapprocher les patients, surtout au Maroc, nous avons encore des zones blanches, des déserts médicaux. Deuxièmement, bien sûr, en option, il faut vérifier que cette entrevue à distance peut être complémentaire ou peut avoir un complément de consultation présentielle. Attention, quand l'examen clinique est fondamental, et on parle aujourd'hui de spécialités ou accès direct, telle l'otolaryngologie, telle que l'ophtalmologie, telle que la gynécologie, telle que la proctologie, telle que l'urologie, toutes ces spécialités-là vont malheureusement avoir du mal à se faire en distanciel. Et bien sûr,
toutes ces pratiques-là doivent être parfaitement encadrées pour ne pas avoir de débordement et de travers de pratiques de ce type de médecine à distance. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le biais de data, ben, cette télémédecine va tout simplement alimenter les big data, et l'alimentation des big data va se faire selon les dossiers médicaux partagés qui sont fondamentaux. Alors, un enjeu de taille, certainement, certainement. On va maintenant en parler. Pourquoi un enjeu de taille? Ben parce que, regardez, on n'a pas attendu la médecine. Cette gestion des données a été faite dans énormément de secteurs. Regardez par exemple ici sur le management, n'est-ce pas? Ici sur la gouvernance, vous vous rendez compte? Ici, et bien sûr, on va venir apparaître la collaboration, puisque c'est une tendance participative, avec des analyses de ces big data et bien sûr une analyse prédictive de ce qui va se passer. Et j'en veux pour preuve ce qu'on a vu tout à l'heure dans le cadre du marketing digital, ce qu'on appelle le data driven, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être en mesure de manipuler ces data de fait à assurer, si vous voulez, des prévisions exactes. Et là, par exemple, lors de la campagne d'investiture de Barack Obama, vous voyez que sur son site d'investiture, il avait mis deux images. Vous voyez celle-ci en haut d'une foule d'individus qui, en fait, clament son nom et son slogan. Et de l'autre, bien évidemment, avec un slogan particulier, Change We Can Believe In, et vous avez toute sa famille. Et là, il y a avec une connotation de douceur, de quiétude, de zénitude. Et on a demandé aux internautes, bien sûr, en signant quelle est celle que les internautes préféraient. Et vous vous rendez compte que effectivement, ben, vous avez un saut énorme vers la seconde et vous voyez ce que ça a donné. Regardez combien de points, 3% de points, ça a donné 2,8 millions d'inscriptions en plus. C'est pour vous dire que la médecine n'a pas attendu les datas et que ces datas se sont occupées d'autres secteurs bien avant. Alors, bien sûr, vous les voyez dans la télécom, dans l'énergie, dans la production auto, dans la vente au détail, le retail, dans les banques, dans les assurances, mais évidemment, dans ce qui nous intéresse, celui du domaine de la santé et de la recherche. Alors, pourquoi ces big data? On dit souvent how big is big, et tout à l'heure nous avons eu par le professeur Alexandre des mots, des nombres, des chiffres. Moi j'arrive pas à retenir quand vous parlez de zeta-octets, c'est juste invraisemblable. Il vous suffit de compter les zéros, vous en perdez un peu la tête. C'est comme quand on compte et on dénombre le nombre de milliards de dollars. Vous vous rendez compte en dirhams ce que ça peut faire. C'est extrêmement lourd. Et sachez que vous voyez que ces data, les 90% des données mondiales en termes de data ont été engrangées ces 2 dernières années. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons un nombre de data exponentiel avec une émergence très forte en rapport avec, bien évidemment, les capacités de les générer et bien sûr les besoins, puisque les besoins en big data sont là. Et vous voyez, par exemple, en santé à travers le monde, et ça c'est Cisco, hein, vous savez ce que représente cette firme Cisco, une firme américaine spécialiste des réseaux, n'est-ce pas? 2,5 trillions d'octets par jour, c'est juste invraisemblable le nombre de données de santé qui sont générées à travers le monde. Et vous avez ici le nombre d'exabits, c'est faramineux tout cela. Bien sûr, toutes ces données vont être analysées. Alors le travers, là aussi, c'est qu'elles sont générées d'une vitesse avec une vélocité extrême qu'elle va même dépasser les capacités d'analyse. Et c'est pour ça qu'il y a des hordes après de data scientists et de data analysts qui vont devoir travailler sur ces données. Alors ces big data viennent d'où? Elles viennent des dossiers d'assurance maladie, inclus dans les dossiers de malades. Elles viennent des dossiers médicaux partagés lors des téléconsultations. Je l'ai dit tout à l'heure, elles viennent des laboratoires d'analyse. Elles viennent des différents sites médicaux parce que vous les renseignez, vous renseignez leur surveille. Et toutes ces big data importants sont reconnus pour avoir les caractéristiques classiques de la big data. Ce sont les 4 V pour volume, velocity, variety et veracity. Ça, c'est fondamental. Et quand on dit volume, c'est énorme, c'est à taille et échelle phénoménale. Vélocité, c'est la vélocité en termes de diffusion. Et aujourd'hui, avec la possibilité d'avoir des fibres optiques avec des vitesses de lecture
numérique et de transmission hors du commun. Et c'est pour tout simplement pour vous rappeler un peu à travers cette vidéo ce qu'est réellement le big data. Ça va vite, très, très vite. La vélocité est ainsi. Voilà. Et bien sûr, tous ces flux de données vont revoir aussi bien dans la clinique, l'imagerie, la chimio, la biologie, la génétique. Il n'y a pas un secteur qui ne va pas engranger ces big data. Et bien sûr, tous ces flux de données vont atterrir dans ce qu'on appelle un lac et puis tous les types de données vont être installées, vont être répertoriées, vont être stockées, elles vont être traitées puis analysées selon des études multivariées. Et donc, on peut se poser la question, par exemple, hier on a fait un webinaire sur le big data et les apnées et du sommeil, et on s'est posé la question de savoir si, par exemple, en croisant l'information de ceux qui achètent les appareils pour CPAP, les cardiologues connaissent bien la question, et leur niveau est socio-économique, on s'est souvent dit, oui, c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas les moyens, que l'observance n'est pas bonne. Eh bien, les big data ont tranché, il n'y a aucun rapport statistique significatif entre le niveau socio-économique et l'observance de la CPAP, bien sûr, grâce au télésuivi maintenant qui nous permet d'avoir des informations en temps réel. Voilà. Alors, par rapport à ces questions, nous allons opérer la collecte des informations, des données, les stocker, les traiter, et puis ensuite, bien sûr, faire une approche statistique et se rendre compte si effectivement on est dedans ou pas. Alors, quelle utilité de ces big data? D'abord, on va les relever, on va prendre certaines variables, je vous les avais vues tout à l'heure, dans tous les sens, mais vraiment tous les items, et puis on va faire des études statistiques en croisant les données. On appelle ça des études multivariées avec des analyses algorithmiques. Et pour, par exemple, en épidémio, diagnostic clinique, et vous voyez que, par exemple, pour identifier les facteurs de risque, les éplucher en termes de cancer, de diabète, avoir des outils de prévention plus efficaces, des systèmes d'aide au diagnostic, on en a parlé tout à l'heure par rapport aux radiologues. C'est vrai, aujourd'hui, avec le machine learning et surtout le deep learning et l'intelligence artificielle, les big data vont être d'une utilité phénoménale pour pouvoir reconnaître et matcher les différentes images que bien sûr les machines apprenantes auront appris à lire grâce à l'homme. Et bien sûr, sur les traitements, tout va y passer, l'efficacité et prédiction même de la survenue d'épidémies. Et là, j'ai ouvert hier une réflexion et dire, mais où sont ces big data? Pourquoi ces big data aujourd'hui n'ont pas pu prédire l'épidémie du Covid-19? C'est une question peut-être à poser. Ce regroupement des mégadonnées, est-ce qu'elles sont faites uniquement pour intéresser peut-être certains flux de données et pas d'autres, ou bien certaines orientations et pas d'autres? Et là, je pense qu'il y a quand même un hiatus énorme de ne pas avoir prédit cette survenue. Alors, vous voyez, aux États-Unis, on appelle ça les white coat personas. Ce sont vraiment les hommes en bleu et les femmes en blouse blanche et qui sont maintenant spécialisés en EHS. C'est tout simplement Electronic Health Recorders, c'est-à-dire toutes tous les datas qui sont enregistrés et qui vont bien sûr être présents dans toutes les applications qui sont sur les smartphones du personnel soignant. Et bien sûr, ces analyses de données vont permettre un rapprochement, un croisement et des variables. Et c'est fait essentiellement par les data scientists. Voilà, aujourd'hui, si vous avez un choix de carrière à proposer à vos enfants, je crois que ça va être le choix de carrière le plus en vogue, le plus lucratif. On l'a dit, vous avez vu à combien étaient payés les data scientists en comparant le médecin, il faudrait dire la horde de médecins, parce qu'ils pourraient engranger le salaire journalier ou mensuel d'une horde de médecins, toutes spécialités confondues. Une analyse multivariée à l'aise d'outils et bien évidemment, vous les avez vus, ces data scientists vont se mettre en réseau pour eux aussi essayer d'aller aussi vite, mais là, ils ne pourront pas que dans le traitement et le stockage des données. Tout cela pour une médecine particulière, une médecine prédictive, la médecine qu'on appelle des 4P, préventive, personnalisée, n'est-ce pas, et participative, puisque là, nous avons les patients qui donnent les informations, mais bien sûr aussi la médecine des 5P, peut-être. Pourquoi? Parce qu'on va choisir le bon traitement,
à la bonne personne au bon moment. Et je crois que l'efficacité, grâce au big data, sera peut-être au rendez-vous. Le pourcentage est difficile à mettre en place, mais ce sera de toute façon un des meilleurs moyens d'avoir une médecine personnalisée. Et la médecine des 5 P pointe son nez également, puisque vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la médecine fondée sur les preuves, et on parle même de médecine 6P. Vous voyez que ça n'arrête pas. Bien sûr, regardez ce que vont devenir toutes ces datas. Elles vont être prises, elles vont être explorées, elles vont être modélisées, elles vont être visualisées, on va simuler les résultats. Et puis, on va s'intéresser de savoir si effectivement, on va pouvoir utiliser ces résultats en médecine ou pas. Et c'est important d'avoir des idées de recherche et à ce moment-là, de se dire effectivement, tel test ou tel objet de recherche était intéressant puisqu'il a abouti ou tel autre ne l'est pas puisque la corrélation n'est pas intéressante. Et je pense que c'est grâce à cela que l'on va avoir demain des applications dans le domaine médical qui vont foisonner et gorger tous nos espaces numériques. Alors, le monde des data, on l'a dit, je pense que Laurent Alexandre a fait une excellente présentation sur la place aujourd'hui des data qui sont un peu partout, puisqu'elles sont stockées, elles sont regroupées, elles sont filtrées, elles sont analysées. Vous savez qu'aujourd'hui, Amazon est en train de dépasser et de vouloir dépasser Google dans le stockage des données, hein, parce qu'il est en train d'acheter des villes entières pour en faire des serveurs de data, puisqu'il sait que l'enjeu est à ce niveau-là aujourd'hui et dans le futur proche. Et vous voyez, par exemple, ici en France, ils ont ce qu'ils appellent le système national des données de santé, où avec une autorisation de la CNIL, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, l'équivalent de la CNDP chez nous, vous avez toutes les données qui peuvent être accessibles, celles de l'assurance maladie, des établissements de santé, des causes médicales de décès, des données relatives au handicap. Bref, on va croiser toutes ces informations, les passer au filtre, les data science, et on va avoir bien évidemment des données sur lesquelles on va peut-être apporter des réflexions. Bien sûr, ajouter à cela tous les objets connectés. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous rentrez chez vous, vous dites à votre plateforme Google ou à votre téléphone ou à votre chaîne Sonos, dit Alexa, mets-moi le dernier morceau de musique classique qui a été joué, etc. Ben, vous avez ça dans la minute. Ça, ce n'est pas le choix dans la commodité, mais c'est surtout que Google, à un moment donné, va connaître absolument vos choix et va vous proposer aussi d'acheter des morceaux. Bien évidemment, il y a des intérêts mercantiles derrière et il va avoir des datas vous concernant. Et c'est comme ça que tout à l'heure, Laurent Alexandre a décliné toutes les millions de datas que possède Google sur lui et Baidu et les autres. Alors, bien sûr, comme je disais tout à l'heure, attention, on a affaire à une nouvelle génération de médecins. Et cette génération, c'est une génération qui est en vogue des données électroniques enregistrées, des RHS. Et bien sûr, regardez, on n'est pas loin, 2025, 2030, c'est vraiment dans le futur très proche. Et on aura une véritable industrie des soins de santé. Et vous allez voir le nombre de startups qui vont se mettre à développer des applications justement qui sont axées sur cela. On va avoir affaire à une médecine de plus en plus connectée, où la place de tout ce qui est de ce terme transition va complètement disparaître parce que vous serez dedans ou vous serez éjecté, n'est-ce pas? C'est important. Là aussi, on parlait de l'espérance de vie. Regardez cette courbe où l'espérance de vie à la naissance aujourd'hui est escomptée dans les années à venir grâce à l'ère du numérique, à l'ère de la santé connectée et à l'ère de la génomique. Vous voyez qu'on escompte aujourd'hui l'espérance de vie à 100 ans et davantage. Alors, les big data, il n'y a pas que les géants du web qui s'en sont emparés. Regardez, tous les laboratoires aujourd'hui sont intéressés parce qu'ils savent qu'il y a des données et que ces données peuvent être intéressantes. Sanofi, regardez, renforce ainsi sa collaboration. Vous avez vu tout à l'heure avec Calico, n'est-ce pas, la grande plateforme qui gère, ou l'enseigne qui gère de Google, qui gère à travailler sur le vieillissement. Regardez, par exemple, Sanofi va commencer à partager, vous voyez, tout simplement les datas. Et on est à une ère nouvelle, complète d'open data, où les datas se croisent
base et on est à une ère nouvelle nette de nouveaux acteurs de la santé. Il n'y aura pas que les médecins, malheureusement. C'est là où il faudra peut-être craindre que les collecteurs de données puissent s'en mêler, que les hébergeurs, que les spécialistes du traitement des données, ce qu'on appelle les data analysts ou scientists, et les nouveaux se convoiter, bien sûr. Pourquoi ils sont convoités? Non seulement par les banques et les assurances, mais également par les géants du web. Et on en a parlé. Et je pense que là-dessus, tout le monde essaye de voir à quelle sauce ces géants vont manger le reste du monde. Et je pense bien évidemment aux GAFAM. Et vous vous souvenez, les nouveaux rois du monde sont là. Vous vous souvenez de ce haut lieu touristique, n'est-ce pas, américain, qui est le Mont Rushmore, qui engrange encore aujourd'hui énormément de millions de dollars chaque année grâce à ces statues de plus de 60 mètres qui sont gravées, taillées dans la pierre et qui représentent les 4 présidents des États-Unis qui sont les plus, ceux qui ont marqué l'histoire. Et rappelez-vous que ceux-là ont été enterrés, mais ils ont été enterrés une seconde fois par les grands géants, vous le savez, Bezos, Steve Jobs, Zuckerberg et les autres. Bien sûr, si le monde GAFAM était compté, rappelez-vous que tous décident dans la Silicon Valley et il avait bien prédit cela bien avant de mourir. I think the biggest innovation in the 21st century will be at the intersection of biology and technology. A new era is beginning. Et ça, je pense qu'il avait déjà tout vu, tout compris déjà, et qu'il a tout développé en conséquence. Et la fusion entre cette ère de technologie et de biologie, les nanobiotechnologies ont bien évidemment tout l'avenir devant eux. Et il faut quand même faire attention à toutes les données qui sont véhiculées, à toutes les datas. Et c'est, je pense, la grande difficulté, c'est d'assurer une parfaite sécurité des données, parce qu'il peut y avoir de la cybercriminalité, il peut y avoir du commerce déréglementé et de la revente des données, méfiez-vous. Il peut y avoir également une dérive de leurs usages. Et donc, cette révolution est une révolution à encadrer. On va chercher avec les big data à mieux soigner, certainement à démultiplier les potentialités de recherche, à vivre mieux et plus longtemps, on l'a montré tout à l'heure, et puis surtout à avoir une conception juste et certainement égalitaire. Enfin, la médecine de demain, ça va être très bref. Faites attention, regardez, oui, la médecine aujourd'hui est un business model. Grâce au marketing digital et à la médecine digitale et à la médecine connectée, vous allez avoir une multitude d'informations qui vont être engrangées en sciences de la santé et qui vont, selon un accès réglementé, être partagées entre différentes structures pour aller faire l'objet de travaux et d'études multivariées croisées pour en sortir des informations qui vont certainement être demain à la tête de toutes les réflexions. Le professeur Alexandre en a parlé, c'est la machine learning, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toute une grande spécialité que font les jeunes aujourd'hui. Ils prennent de la big data et puis selon un langage particulier, ils vont apprendre aux machines, c'est ce qu'on appelle les machines apprenantes, apprendre à ces machines-là à les gaver d'informations de façon à ce que les données algorithmiques leur permettent de développer l'intelligence artificielle. Et la guerre des médecines, là aussi, c'est pas la guerre des médecines, c'est pas la guerre des intelligences, comme disait notre ami Laurent Alexandre, c'est certainement ça, mais peut-être un peu plus, c'est même la guerre des médecines. Ça va être data versus data et de nouvelles puissances vont naître. Et les puissances, on les connaît déjà. C'est le grand bras de fer entre USA et Chinois et bien sûr l'Union européenne qui regarde de là-haut et qui ne se sera pas mangée parce que bon, je pense qu'elle a l'organisation et toute la logistique et les grosses têtes pour bien réfléchir à faire partie de cette triangulation. Traité de libre-échange de données, attention, c'est la datasphère médicale et je pense que de grands géants sont là, ils sont nés. Vous avez vu que la Chine est complètement autonomisée parce que les BATX sont complètement indépendants des GAFA et ce sont aujourd'hui de grandes puissances qui se regardent et qui ne s'ignorent pas. Alors, pour emboîter le pas au docteur Taheri qui parle juste après moi, regardez la relation patient-médecin, c'est juste un tout petit clin d'œil à ce qui pourrait se passer demain. Regardez par exemple les lentilles intelligentes et ça c'est l'ophtalmo qui parle après moi. Vous allez mettre tout simplement des petites lentilles aux diabétiques parce que sur ces lentilles existent des
des capteurs qui sont des connecteurs et qui vous donnent exactement, chez les patients diabétiques, au niveau des larmes, à chaque seconde, elles peuvent déterminer la quantité de glucose et donc en plus de ça, elles sont connectées. Donc elles vont donner l'information à la fois aux praticiens et aux patients pour que le patient puisse réagir selon le protocole qui lui a été établi. Alors, rappelez-vous ce que disait Darwin. Je pense que l'espèce qui va survivre, ce n'est pas la plus intelligente ni la plus forte. Ce sera certainement celle qui sera le plus capable de s'adapter au changement. Et ce changement, il est là, il nous vient, on le regarde. Je pense qu'il faut y penser. Les générations futures vont être dedans. Nous, nous sommes dans la transition, mais nous sommes tous concernés aujourd'hui et nous sommes réellement tous, on dira, coincés, comme le disait tout à l'heure mon cher ami, le professeur Benis. Et quid de l'humanité? Là encore, on le disait, attention à l'émotion. Le meilleur des mondes est-il un monde idéal? On se pose la question de voir aujourd'hui être remplacé par des robots. Je pourrais vous parler d'une expérience particulière que j'ai passée en Chine après avoir été admis pour opérer un patient en démonstration. Si vous voulez, on pourra en parler tout à l'heure dans la réponse aux questions. Je voudrais juste vous ouvrir l'esprit après le fabuleux ouvrage de Laurent Alexandre sur la guerre d'intelligence, celui-ci qui est aussi très intéressant et qui interpelle la médecine sans médecin, le numérique au service du malade. Voilà, je pense que le numérique soltine le glade pour le médecin. C'est une porte ouverte à la discussion que va avoir notre ami le docteur Tahir Joti après. Et donc, c'est une affaire à suivre. Merci pour votre attention. Merci, professeur Schilli, pour cette brillante communication